vais donner maintenant la parole à Thierry Bourg, conseiller de la délégation interministérielle aux troubles du neurodéveloppement pour la conclusion de la journée. Vous voyez, on peut faire renverser sa tasse de café, on peut aussi faire tomber ses notes. Voilà. Et vous pouvez constater que Romain n'est plus là. Ben, voilà, vous l'avez eu toute la journée, malheureusement. Il a quitté sa place. Voilà, en tout cas, bonjour à toutes et bonjour à tous. En tout cas, je suis très heureux d'être parmi vous et puis d'avoir assisté à votre colloque. D'abord, je tiens à vous remercier pour votre engagement, à tous et à toutes. Et puis, vous remercier tout particulièrement, M. Marron, pour l'invitation à cette très belle journée. Vous remercier pour la qualité des échanges et la richesse aussi des témoignages et des contributions. Voilà, alors, donc moi, je suis Thierry Bourg, donc je suis conseiller école inclusive et enseignement supérieur à la délégation interministérielle donc pour les troubles du neurodéveloppement. Vous avez vu en introduction une vidéo d'Étienne Pau qui est le délégué interministériel. Donc je vais reprendre mes notes, tout ce que j'ai pu noter. J'ai noté beaucoup de choses au cours de la journée, donc j'espère pouvoir vous faire un retour un peu structuré des choses, et notamment évidemment compte tenu des dossiers que j'ai en portefeuille, si je puis dire, sur cette question aussi de l'école, et peut-être un mot sur l'université. En tout cas, vous connaissez la stratégie nationale pour les TND, qui s'est élargie depuis officiellement le mois de novembre, après les annonces du président de la République qui a officiellement lancé cette stratégie à l'ensemble des troubles du neurodéveloppement, ce qui n'est pas rien en soi. Je crois que c'est un signal très intéressant, une stratégie qui concernait les troubles du spectre de l'autisme et qui s'élargit donc au TND, ce qui à la fois crée évidemment une attente de la part des personnes, et là, comptez sur nous pour essayer d'y répondre au mieux, et puis, de ce fait-là, ça nous oblige également. Voilà. Alors, parmi les choses, pour faire quelques liens avec ce qui a pu être dit au cours de la journée, il y a quand même un sujet pour nous qui est celui du dépistage, et notamment du dépistage précoce. Vous le savez, nous avons déployé des PCO, la plateforme de coordination et d'orientation 06. Maintenant, on a une couverture de toute la France, et puis on déploie maintenant les PCO 7-12. J'ai bien entendu ce matin la volonté d'étendre au 13-18. J'espère qu'à un moment, on n'aura pas forcément besoin de 13-18, ou alors, on en parlait ce midi, mais dans une logique de rattrapage, parce qu'on peut se dire, si on a un dépistage précoce, eh bien peut-être qu'on aura moins besoin d'avoir un dépistage tardif. Donc il y a quand même ce sujet-là, c'est-à-dire de pouvoir avoir le dépistage des troubles du neurodéveloppement le plus tôt possible pour apporter des réponses le plus tôt possible aux enfants et aux familles. Je crois que là c'est quelque chose qui est fondamental. Le médecin ce matin évoquait la question aussi peut-être de la méconnaissance parfois de médecins généralistes, etc. Nous avons des livrets qui aident au dépistage pour les 0,6 et les 7,12, voilà, qui sont importants à la fois pour les familles, pour les professionnels, pour les médecins, etc. Et puis il y a ce qui va être intégré au carnet de santé également, qui permet aussi de faire un dépistage le plus précocement possible. Voilà, donc on a un certain nombre de choses qui on espère permettra un meilleur dépistage et une meilleure reconnaissance des choses, parce que c'est vrai que quand on voit les phylactères qui sont présents derrière moi sur cet écran, effectivement, sur la question de la géométrie, de la difficulté à dessiner, etc. Bon, on sent le vécu, vous voyez, mais on sent le vécu aussi parce qu'il y a une ignorance. Pas une volonté de mal faire, mais une ignorance. Voilà. Et il y a un besoin à la fois de dépistage et de reconnaissance. Et la reconnaissance, ça veut dire de prise en charge derrière. Voilà. Et là, derrière, pour nous, ce qui est important, c'est la question de la formation. Voilà. C'est vraiment un enjeu transversal de notre stratégie, la formation de tous les professionnels. Sur les sujets des troubles du neurodéveloppement, donc évidemment de la dyspraxie.
Alors ça signifie quoi? Ça signifie que il y a différents niveaux en fait de formation. Et il y a un niveau qui a été évoqué ce matin, notamment par les personnes qui étaient présentes de l'Éducation nationale, la conseillère pédagogique auprès du conseiller technique ASH de la rectrice et puis l'inspecteur de l'Éducation nationale, sur ce niveau d'accessibilité universelle. Ça, c'est aussi un enjeu qui est fort, parce que cette accessibilité universelle, elle peut concerner l'école, mais elle doit concerner en fait l'ensemble des environnements. On l'a entendu à travers différents témoignages, on le voit dans d'autres champs, à la fois le champ de la parentalité, on peut le dire, mais à la fois dans le champ de l'apprentissage, de la conduite. Vous voyez, cette question de l'accessibilité universelle, c'est un objet certes scolaire, mais c'est un objet aussi universel, on peut dire, qui doit concerner tous les environnements. Et pour le coup, même ce matin, quand je voyais la pyramide, vous voyez, qui était présentée par l'Éducation nationale avec 3 niveaux, je disais, un niveau 1 d'accessibilité universelle, un niveau 2 qui était, à mon sens, peut-être plus pour des enseignements adaptés, de la difficulté scolaire, et puis un niveau 3 qui était pour la situation de handicap. Je ne sais pas si on peut tout à fait raisonner sur un système de niveau, vous voyez, où il y aura une hiérarchie, parce que je pense que chaque individu peut avoir des besoins d'accessibilité, peut-être, ou de compensation, vous voyez. Je pense qu'il ne faut pas avoir une vision forcément uniforme. On serait uniformément dans la compensation, vous voyez, selon les activités, sur les apprentissages, etc. On peut avoir une simple accessibilité universelle peut-être aidée, et puis dans d'autres cas, on a besoin aussi de compensation. Vous voyez, moi, j'ai besoin de compensation matérielle pour vous voir en toute clarté, vous voyez, et d'autres domaines, j'aurais moins besoin de compensation. Voilà. Donc peut-être penser que, en définitive, on n'a pas cette question du niveau, vous voyez, où on aurait des TND qui seraient dans le niveau 3 peut-être, et qu'on pourrait répondre aussi pour certains. Et voilà, il faut peut-être avoir une vue un peu plus systémique des choses. Voilà ce que je voulais dire sur cette question de la formation et sur la question de la formation des enseignants. Des choses ont été dites, mais ça va au-delà même de ce qui a pu se dire ce matin. Il existe aussi des plans nationaux de formation, il existe des plans académiques de formation qui sont portés par des équipes académiques de la formation continue. Il y a aussi quelque chose, c'est quand même dans les mesures CNH, un grand plan de formation de tous les enseignants. Ça, c'est une mesure qui est importante. Et pour nous, là, il y a un véritable enjeu de faire en sorte que ce grand plan de formation soit vraiment très utile, parce qu'il est attendu. Il est attendu à la fois par les enseignants qui sont parfois démunis sur les réponses qu'ils peuvent apporter, et il est très attendu par les familles qui souvent disent « bah oui, les enseignants ne sont pas suffisamment formés ». Alors sans en faire forcément que tous des enseignants spécialisés, au moins, il doit avoir un minimum de connaissances et de compétences pour pouvoir adapter leur pédagogie. Et notamment, ça rejoint la question de l'accessibilité universelle, qui a pu être évoquée aussi un peu ce matin, c'est-à-dire que les 25 heures que Elvire évoquait de formation, bah, c'est sans doute pas suffisant, effectivement. Et c'est des conceptions où on a des formations, c'est-à-dire, si je prends l'exemple d'un professeur de mathématiques, il apprendrait à enseigner les mathématiques, vous voyez, et puis à côté, il va avoir un petit module de 25 heures pour différencier sa pédagogie, la personnaliser, etc. C'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'en fait, on doit à la fois apprendre à enseigner les mathématiques, mais apprendre en même temps à enseigner l'accessibilité de ces mathématiques. Vous voyez, ça doit faire un tout, ça doit faire partie de l'enseignement même disciplinaire, on pourrait dire, de la formation disciplinaire des enseignants. Voilà, enfin voilà des choses que nous portons fortement. Dans la formation, c'est aussi l'apport du secteur médico-social et sanitaire. Ça, c'est fondamental. Ça fait aussi partie des mesures de la CNH. Par exemple, il y a l'exemple des sentiers ME dans les écoles, l'entrée des professionnels dans les écoles. Tout ça, ce sont des mesures qui sont fondamentales. Parce que, à tout niveau, parce que monter en compétence, c'est aussi côtoyer des personnels qui apportent une autre expertise. Et une expertise qui soit justement, je vais reprendre l'expression de Romain ce matin, ce rapport asymétrique, il ne doit pas se construire. On doit être sur quelque chose d'isométrique, en l'occurrence, puisque un ergothérapeute n'est pas un spécialiste de la pédagogie et de l'enseignement. Et puis, un enseignant n'est pas un spécialiste de l'ergothérapie. Mais c'est la rencontre de ces expertises-là, le respect de ces expertises-là, à un même niveau d'expertise et jamais sur plomb qui permet
permet à un moment de rendre le meilleur service à l'individu, à la fois aux familles et à leurs enfants. Voilà. Et de la même manière, cette expertise médico-sociale et sanitaire qui doit imprégner l'école, eh bien, elle doit aussi accompagner les familles dans cette question de la parentalité. C'est ce qui a été dit, c'est-à-dire sur un témoignage, il était dit, moi, le fait qu'à un moment, j'ai eu un ou une ergothérapeute qui est venu à domicile et qui m'a aidé, c'est vous, madame, qui m'a du coup donné des éléments. Et oui, on peut être, on voit que la parentalité, être parent, c'est déjà pas simple en soi. Voilà, ça c'est une réalité. Le premier enfant, après. Voilà, on a des compétences qu'on développe par un savoir d'expérience. Et le deuxième, c'est peut-être un peu plus simple. Le premier, évidemment, on est préparé comme on le peut et on n'est pas formé à ça. Voyez. Donc évidemment, et donc le fait d'être accompagné dans la parentalité, mais parfois avec des dimensions un peu techniques. Voyez, ça c'est fondamental. Donc ça aussi, il y a un enjeu d'aide à la parentalité. Quelle que soit la parentalité, parce qu'il y a l'handiparentalité, puis il y a la parentalité tout court, et puis il y a la pérédance qui a été évoquée. Ça aussi, c'est fondamental aussi, parce qu'il y a des expertises d'expériences propres. Voilà pour un point concernant la formation. Sur la question de l'orientation qui a été évoquée ce matin également. Alors il y a un guide des choses qui ont été produites, tout ça est très intéressant. Il y avait le mot de strate à un moment. Non, il y a des strates, voilà. Et bien là-dessus, je pense que là on a aussi nous un effort à faire sur la simplification des choses. Et peut-être même de nos propres dispositifs. Parce que je pense qu'on ne peut pas continuer sur des logiques où on aurait un trouble, un dispositif. Vous voyez, je crois que c'est pas possible. À un moment, on va pas mettre des dispositifs partout pour voilà. Et que si on a une approche plus par besoin de l'individu, on peut peut-être se sortir de cela. C'est-à-dire qu'il y a un besoin d'adaptation, il peut concerner différents troubles en soi, voyez. Et entrons peut-être plus par des besoins que par des troubles, et peut-être qu'on arrivera peut-être mieux à accompagner aussi les individus. Voilà. Donc, ce qui signifie que ça, c'est une intervention qu'on porte et que je porte particulièrement sur les dispositifs que nous déployons dans l'éducation nationale, particulièrement, puisque, comme je vous disais, moi, je suis en charge de l'école inclusive et de l'enseignement supérieur. Voilà. Et notamment, ça a été évoqué ce matin, la question des dispositifs d'autorégulation, qui sont là pour le coup, qui sont une nouvelle offre d'accompagnement des élèves avec des troubles du neurodéveloppement. On déploie quelque chose, vous voyez, avec quelque chose qui est intéressant parce que ce qui ne concerne pas qu'un dispositif, en réalité, c'est-à-dire l'idée même de dispositif crée une forme d'entité, crée quelque chose. Même si on pense que ça vient en appui, ça donne quand même une idée, quelque chose d'un peu fermé ou de semi-ouvert. Voyez. Et il faut dépasser aussi ces idées-là en ayant plus quelque chose qui va avoir un impact sur l'ensemble des pratiques d'un établissement. Voilà, ça c'est la logique, c'est la logique que nous déployons à travers l'autorégulation dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées. Voilà, donc ça c'est des modèles qui, je pense, pourront être inspirants pour faire évoluer aussi d'autres dispositifs que nous avons. Voilà, je pense qu'il faut qu'on repense aussi nos logiques, comme je disais, par rapport peut-être à des entrées par besoin, répondre aux besoins des individus, individuellement, voyez, et peut-être pas par trouble, et peut-être repenser du coup nos propres offres. Voilà, et puis aussi sur la question de la capacité de l'individu. Moi j'ai un mot qui m'est revenu à chaque fois que j'ai entendu ça aujourd'hui. Je me dis, mais est-ce qu'en définitive on est sur une capacité? Parce que bien sûr l'individu peut avoir des capacités, certes, mais pour moi ça renvoie quand même à quelque chose qui pourrait être perçu comme fixiste. Vous voyez, est-ce qu'on a des capacités une fois pour toutes? Bien non, en fait, et au mot je préfère le substituer peut-être potentialité. Voyez, parce que je crois que pour le coup, chacun a un potentiel. L'exemple du permis de conduire a été magnifique de ce point de vue-là. Voyez, sur le fait qu'effectivement, on a chacun, y compris avec un TDC, peut potentiellement avoir son permis. Voyez, et c'est pas une capacité à l'avoir quelque part, mais cette potentialité, et nous sommes convaincus de la potentialité de chaque individu. Et c'est ce qu'on portera également. Voilà. Et puis ensuite, évidemment, sur cette question d'orientation, il y a ces phases de transition qui sont importantes. À la fois, la formation qui doit être donnée en termes
de parcours possibles, potentiels, mais également sur la vigilance qu'il faut avoir sur les phases de transition entre l'école et le collège et le lycée, et le lycée et l'université. Voilà, ça c'est des sujets sur lesquels nous sommes particulièrement attentifs, et nous avons des mesures qui concernent la question de l'orientation, dont j'aurai la charge sur la partie scolaire en tout cas, et c'est des chantiers que je vais lancer le plus rapidement possible. Voilà. Enfin, pour l'enseignement supérieur, un mot aussi, il a été évoqué la question d'Atypie Friendly. Effectivement, là, on a un gros programme là-dessus qui se déploie, ça a été dit, 26 universités, ça continue, il y a un label, etc. Il y a des choses qui sont en cours, qui sont importantes. Donc là encore, on a encore du défi devant nous, on a encore du travail devant nous. Et comme je le dis souvent, moi je travaille juste à ma propre disparition, parce que j'espère qu'un jour, il n'y aura plus besoin que je sois là, parce que ça veut dire qu'on sera arrivé au bout des choses. Voilà, en tout cas, il y a des programmes qu'on déploie, qu'on va encore déployer, qu'on va soutenir. Et puis, sur cet aspect-là, le témoignage qui a été apporté sur le fait qu'un étudiant, dans son choix de devenir ingénieur, refusait en même temps des adaptations, on a entendu cela, eh bien, on comprend. On comprend évidemment la volonté de chacun à vouloir être comme tout le monde. Et puis, du coup, parfois on pense qu'il faudrait... L'intérêt de l'école inclusive ou de l'université inclusive, c'est aussi d'éduquer à la différence. Alors, c'est pas tout à fait mon concept, ça. Moi, je dirais qu'il ne faut pas dénier la différence, mais je préfère une éducation à la similitude. Parce qu'en définitive, on a des individus qui peuvent avoir des besoins, différents, mais ce qui fait d'abord le point commun, c'est la similitude. C'est que ce sont des élèves, ce sont des étudiants, etc. Et si on était sur ce bouleversement-là, ce changement de paradigme, on se poserait peut-être que les personnes se poseraient moins la question de se dire je ne veux pas afficher, je ne veux pas être stigmatisé, et donc je vais renoncer quelque part à des droits. Mais si déjà on partait de la similitude et qu'après, évidemment, on est tous différents, on peut avoir des besoins différents et ça on en tient compte. Mais partons déjà de ce qui est similaire et ce qui permettrait peut-être aussi de contribuer à l'estime de soi, à l'estime de chacun. Voilà. En tout cas, pour vous dire que nous, il est sûr que on œuvre. Quotidiennement et avec beaucoup d'engagement, je peux vous dire, au niveau de notre petite équipe de la délégation, nous sommes très très actifs et donc on œuvre en tout cas à ce que l'avenir soit meilleur pour les familles et pour leurs enfants, parce qu'on sait qu'au bout de notre action, eh bien c'est ça, c'est des parcours de vie qu'on améliore et c'est ce qui nous fait lever tous les jours avec cette conviction-là. Voilà. Donc on espère en tout cas qu'on rendra le meilleur service possible. Et puis, vous nous avez invités à vous associer à notre stratégie. Et effectivement, c'est aussi ma présence qui était dans ce sens-là. C'est-à-dire que moi, je souhaitais rencontrer des acteurs, avoir ces témoignages-là pour associer après votre association aux travaux que je peux conduire, notamment à travers des groupes nationaux. Voilà, bon, donc je pense qu'en définitive, l'avenir, on a à le construire ensemble, surtout. Voilà. Donc je vous remercie. Je vais vous quitter rapidement parce que je dois prendre un train. Voilà. Merci à vous et à très bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Bourg. Bien voilà, il est l'heure de conclure définitivement cette journée. D'abord, un grand merci à vous tous de vous être déplacés. Grand merci aux intervenants, comme M. Bourg qui a fait la conclusion, à Elvire Cassan, donc, qui a animé les 3 tables rondes. Je voudrais remercier aussi la région, l'équipe de la région, M. Dalmas qui était à la technique et Anne Vernier qui était là aussi pour la logistique. Et remercier donc la présidente de la région, Carole Delga, pour nous avoir prêté ces très beaux locaux. Je vous souhaite un bon retour chez vous. Vous pouvez repasser par les stands, prendre des dépliants, rejoindre l'association, vous documenter sur les bouquins qui existent. Et puis on vous dit à une prochaine fois. Au revoir à tous.